Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ne seront plus membres de la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Ainsi en a décidé la 66e conférence de l'organisation tenue à Abuja. Ce dimanche, les chefs d'État et de gouvernement disent avoir pris note de la volonté de ces pays de l'AES malgré la médiation. La communauté Aris de Songon Kassamblé a célébré avec ferveur la dédicace de son temple baptisé l'Arc de Noé, un édifice majestueux fruit de 17 années de persévérance. Ce lieu de prière symbolise la foi et l'unité des fidèles. Le Premier ministre était l'invité spécial à cette cérémonie historique. Bientôt, un quartier de 220 logements dans la commune d'Adjamé rénové. Des travaux en cours pour trouver la belle cité qui faisait la fierté autrefois. Les riverains se battent pour donner l'allure d'antan aux 5 tours. Ils ont initié le ravalement des façades de la lutte contre les désordres urbains et une campagne de salubrité. Et puis le pape François a plaidé pour une laïcité qui ne soit pas statique et figée. Il était ce dimanche en Corse pour une visite éclair. Le pape a reconnu que la foi et la pratique sont en déclin en Europe. Les chefs d'État ouest-africains ont pris acte de leur intention de partir. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne seront plus membres de la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Le président de la République, Alassane Ouattara, aux côtés de ses pairs, ont parlé de la question au 66e sommet de l'organisation à Abuja, au Nigeria. Une rencontre qui a aussi permis de faire le processus de lancement de la monnaie unique, l'ECO. Voilà, je vous propose d'écouter maintenant le président de la commission de la CEDEAO. La conférence reconnaît que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, ces 3 pays cesseront officiellement d'être membres de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. La conférence décide d'établir la période allant du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO resteront ouvertes à ces 3 pays pendant cette période de transition. À cet effet, la conférence donne le mandat au président Faure-Gnassingbé de la République togolaise et au président Diomaye Diakhar Faye du Sénégal pour poursuivre leurs efforts de médiation jusqu'à la fin de cette période de transition, dans l'espoir de ramener ces 3 pays au sein de la CEDEAO. Instruit le président du Conseil des ministres d'organiser une session extraordinaire pendant le premier trimestre de l'année 2025 en vue de l'adoption du plan d'urgence et des modalités définissant les relations entre la CEDEAO et la République du Niger, la République du Mali et le Burkina Faso. Et après les travaux, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan ce dimanche. Le chef de l'État qui était à Abuja, au Nigeria, où il a pris part au 66e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Un sommet, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui a permis de faire le point sur la situation politique, économique et sécuritaire de la sous-région. Le vice-président et le Premier ministre étaient à l'aéroport pour accueillir le président de la République. Ce dimanche, la communauté Aris de Songon Kassamblé a célébré son temple baptisé l'Arc de Noé, un édifice symbole de la foi, l'unité des fidèles. Le Premier ministre invité spécial de la cérémonie, Robert Begré-Mombé, a salué l'engagement de l'Église en faveur de la paix dans le pays. Jean-Luc Bambo. C'est une journée mémorable pour la communauté de Songon Kassamblé.
à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Après 17 ans d'efforts, le temple l'Arche de Noé de l'église du Christ Mission Aris, dite église Ariste, ouvre enfin ses portes. Une cérémonie grandiose marquée par des chants et prières, témoignage d'une foi inébranlable et d'une œuvre collective accomplie. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Ce temple nous est disponible. Nous bénissons son nom et qu'il fasse que ces âmes qui vont venir prier dans ce temple puissent retrouver le désir de leur cœur. C'est une journée de reconnaissance. Dieu, on ne le verra pas. On ne verra pas Dieu, mais il agit en nous. On sent sa présence par ce genre de figure. Comme l'Arche de Noé, ce temple est vu comme un refuge spirituel pour ceux qui recherchent la paix et la communion avec Dieu. Le patriarche Nangui Faustin a appelé le peuple de Dieu à une vie de prière et d'adoration, insistant sur la portée spirituelle de ce nouveau lieu sacré. Dieu veut venir habiter avec nous. Et ce matin, à travers le temple, il vous dit qu'il suis déjà avec vous. Et c'est ça le symbole de ce temple que nous venons de dédicacer. Dieu ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient nos erreurs, nos fautes, il est un Dieu d'amour. Nous espérons que les prières que nous lui avons adressées, pas pour nous seuls, mais pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que Dieu ait toujours sa main sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et que ce qu'il a prévu, qu'il le réalise en son temps, que le nom de Dieu soit béni à jamais, et que l'église de Sonk Assemblée soit un lieu de refuge pour tous ceux qui seront dans le besoin. Invité spécial à cette cérémonie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué l'importance de l'Église dans la construction de la Côte d'Ivoire et son rôle dans le maintien des valeurs de paix et d'unité. Le meilleur temple que nous pouvons offrir à Dieu, c'est d'offrir notre cœur pour que Dieu y réside, afin que nous soyons en communion parfaite les uns avec les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Un temple majestueux pour une foi toujours vivante. L'Arche de Noé reste désormais un lieu de rassemblement et de communion pour les fidèles aristes, un symbole d'espérance pour les générations à venir. On va parler maintenant du développement local. Le conseil régional du Gontougou annonce plusieurs investissements l'année prochaine. La dernière session ordinaire 2024 a permis de présenter le budget des réalisations dans divers secteurs pour faciliter le quotidien des populations dans cette partie du pays. De Bondoukou, le reportage de Hermaniamien. L'année 2025 s'annonce sous de bons auspices pour la région du Gontougou. Des investissements importants seront faits au bénéfice des populations. C'est ce qu'a annoncé le président du conseil régional à cette dernière session ordinaire de l'année 2024. On construise 2 écoles dans chaque département et un centre de santé. Nous avons prévu 88 millions pour la réhabilitation du lycée de Bondoukou. Au niveau de Tabang, nous allons construire également un foyer de jeunes de 200 places. Nous avons acheté 4 doubles cabines d'achat de motos et de tricycles pour nos populations, 309 millions. Achat de matériel divers, 203 millions. Au total, 26 projets pour un montant de 2 milliards de francs CFA acquis sur fonds propres et de dons divers lui ont été octroyés pour des réalisations qu'il juge indispensables. Après l'agropole du Bélier, l'agropole du Nord, c'est maintenant l'agropole du Nord-Est qui est composé de Bouna et de Bondoukou. Je vais parler des régions. Et pour le moment, nous avons dans la cagnotte 164 milliards de francs CFA. En 2025, nous viendrons pour le lancement de cet agropole. Kobina Kwasi Agumani a souligné que le conseil Coton-Anacadre a également investi et continuera de participer à la construction des centaines de forages, d'écoles et de logements dans les villages de la région. Lors de cette session, le budget primitif du conseil régional du Gontougou pour l'exercice 2025 a été présenté. Il s'élève à 3 milliards 78 millions 260 000 francs CFA avec 1 milliard 184 millions 856 000 francs CFA pour le fonctionnement et pour les investissements 1 milliard 184 millions 856 000 francs CFA. Le clou de cette session a été la remise d'une ambulance ultramoderne au centre hospitalier régional de Bondoukou, don du président de la République Alassane Ouattara.
Des actions donc, qui ont certainement impacté et permettre de soutenir la jeunesse dans cette région. De son côté, l'UMOA soutient l'entrepreneuriat. Un concours organisé pour aider les jeunes dans leur business. La 3e édition vient de prendre fin. La Côte d'Ivoire remporte le premier prix régional. On en parle avec Léon Bou. Artisane céramiste, sa start-up fabrique des carreaux aux motifs décoratifs traditionnels mettant en lumière la culture ivoirienne. Claudia supplante 287 start-up de l'espace communautaire, dont 29 ivoiriennes, et se hisse premier prix régional tremplin start-up UMOA 2024. C'est vraiment un très gros coup de pouce. Ce prix-là nous permet de passer à échelle et vraiment encore envoyer loin la valorisation de la culture africaine via la céramique. Emploi jeune et croissance économique, but du concours tremplin Start-up UMOA. L'organisation sous-régionale, par la voix de son commissaire Paul Kofi et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, organisatrice de cette 3e édition du concours, appelle à l'accompagnement des lauréats nationaux. Nos lauréats ont démontré leur potentiel et leur capacité à innover. Ils ont besoin de votre confiance et de votre accompagnement financier pour transformer leur succès d'aujourd'hui en réussite durable. Un appel appuyé par le ministre de la Transition numérique et de la Culture au regard de la force de la culture et du numérique à transformer l'économie. Mon département ministériel a intégré cette nouvelle donne digitale qui est un atout pour notre secteur au bénéfice des entrepreneurs et acteurs culturels. Nous devons donc veiller ensemble à ce que les plateformes numériques et l'innovation se développent avec des garde-fous éthiques, solides, pour que ne disparaisse pas la véritable créativité. Le marketing créatif au service des industries culturelles et créatives, thème de la 3e édition du concours Tremplin Start-up UMOA, plus de 15 lauréats nationaux, dont le premier prix d'excellence. Également, premier prix régional au prix Diamant, représente 15 millions de francs CFA. Et vous le savez, des mesures sont prises pour lutter contre l'incivisme routier. Des contrôles de pièces sont effectués par la police nationale. Omar Sako, le directeur général des transports terrestres et de la circulation, était au Dimanche Magazine avec Hamza Diaby pour faire le point. Voici un extrait de l'entretien. Au regard des constats qui ont été faits, je crois en 2021, on avait atteint un pic quand même de près de 1600 tués sur nos routes. Donc l'État a adopté en juillet 2021 une stratégie nationale de sécurité routière de sorte à pouvoir diminuer le nombre d'accidents et le nombre de tués sur la voie, sur les voies publiques ouvertes à la circulation. Et quel est le bilan de cette stratégie? Aujourd'hui, stratégie? le bilan qu'on peut dresser, nos chiffres que nous avons aujourd'hui, nous sommes à fin 2024 à environ 1000 tués. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le dit, mais au regard des objectifs qui étaient fixés, puisqu'on avait dit de 2021 à 2025 une baisse de 25%, et de 2025 à 2030 une baisse de 25% encore, de sorte à ce qu'en 2030, on soit à 50%. Mais les chiffres que nous avons aujourd'hui, nous sommes à 60%. Donc ça veut dire que nous avons atteint nos objectifs, on a encore fait mieux, mais toujours est-il qu'une seule personne tuée sur nos voies, c'est quelque chose à interpeller. Et comme votre reportage l'a montré, le paradoxe, c'est que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il construit des routes de sorte à ce que nous puissions nous déplacer. Malheureusement, ces routes-là, à l'usage des conducteurs qui ne sont pas prudents, se retrouvent à faire des morts. Tout part de la sensibilisation. C'est vrai que l'État s'est doté de textes réglementaires de sorte à pouvoir amener à la sensibilisation, et au cas où les gens n'écoutent pas, il faut aussi faire de la répression. Donc je pense que ce sont ces deux leviers essentiels-là qui ont amené à cette baisse. Et aussi nous avons, comment on appelle ça, intégré un nouveau système de formation de sorte à ce que le candidat au permis de conduire soit formé convenablement. Ce sont ces actions que nous avons pu mettre sur pied qui ont amené à cette baisse drastique. 95% des accidents sont du fait de l'homme. 95%. L'imprudence? L'imprudence, l'excès de vitesse. Tout revient à l'homme.
Après, vous avez à peu près 3% pour le matériel et puis 2% pour l'état des routes. Le ministre des Transports a souhaité qu'on puisse demander aux transporteurs, aux conducteurs, nous sommes en période de fête, d'être prudents, de penser à toutes ces familles qui ont été endeuillées par l'imprudence des conducteurs. Et notre question qui nous intéresse ce soir, le cadre de vie, le quartier des 220 logements dans la commune d'Adjamé est en rénovation depuis quelques mois. Des travaux sont en cours. Les 5 tours qui faisaient la fierté des habitants doivent retrouver de belles couleurs. C'est le pari des riverains qui procède au ravalement des façades, lutte contre le désordre urbain et lance l'entretien des ascenseurs. Il faut également revoir la cohabitation avec les commerces installés autour de façon anarchique. Une tâche énorme qui évidemment n'est pas facile. Adjamé 220 logements, une cité en quête de renouveau, un sujet de Serge Colliard. Il y a quelques années, les 220 logements représentaient la vitrine de la commune d'Adjamé. À cette époque, les bâtiments avaient fière allure, le cadre de vie faisait rêver et ce quartier rivalisait avec les zones huppées d'Abidjan. Avant, c'était le quartier que tout le monde voudrait habiter. C'était le quartier chic. C'était bien entretenu et tout marchait très bien. Il y avait des ministres qui habitaient ici. M. Floco habitait au Mistral ici. En ce moment, c'était la Sikosi qui gérait les ascenseurs. On n'avait pas de problème d'ascenseur. Au milieu des années 90, ce charme sera brutalement rompu. Pendant des années, le grand 220 logements tombe en décrépitude. La belle cité d'autrefois baigne dans une précarité. Nous sommes un peu phagocytés par le commerce et les activités au 220 qui n'étaient pas là de notre enfance. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas d'espace même de jeu. Ici, comme à l'intérieur du quartier, des maquis, des fumoirs, d'ici jusqu'à Grand Bloc, il y a un nid là-bas qui les gens quittaient, bon, en haut là, je ne vais pas citer le quartier, pour venir fumer la drogue là-bas. Même les passants ici, à un certain moment là, on les agresse. Les autres mamans qui sortent vite pour aller au marché, on les agresse. Tous les efforts déployés restent vains. Après une longue disette, les autorités volent au secours des habitants. Je fais un coucou à notre chef de l'État, président de la République, parce qu'on a fait 10 ans ici sans ascenseur. À l'occasion de la Coupe d'Afrique qu'on a fait là, le président a payé l'ascenseur neuf pour remplacer notre ascenseur. Tous les 5 tours là ont eu des ascenseurs neufs. Le président a payé 1 an de garantie. Quand il y a panne, c'est la société qui a monté qui vient. Mais ça, de là, est fini. Maintenant, quand il y a panne, c'est nous-mêmes qui cotisons par rapport aux résidents pour faire. Mais ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas savoir quand on nous a mis les ascenseurs, la joie que ça nous a procuré. J'étais très content. Dans la foulée, une opération de ravalement des façades, doublée d'une campagne de sensibilisation à la salubrité, redonne des couleurs. Les 5 tours renaissent. Réunis en collectif, les syndicats ont la responsabilité cette fois de veiller à l'entretien. Il faut payer les factures des ascenseurs. Aujourd'hui, l'ascenseur de la tour que je gère est en panne depuis 4 à 5 mois. Je suis jusqu'au 11e. Je ne vous dis pas ce que ça fait. Moi-même, j'ai fait AVC. Mais tous les jours, ça fait au moins 2-3 mois. Je prends les escaliers difficilement. Donc vraiment, ce n'est pas facile de monter au 11e tous les jours. Descendre même, ce n'est pas facile. Après votre raisonnement, vous voyez comment je respire, non? Bon, dans ça, il y a d'autres qui payent, d'autres ne payent pas aussi. On a tellement de problèmes pour les ascenseurs, vraiment. Et ils n'ont qu'à nous aider. Pour améliorer son cadre de vie et son environnement, les 220 logements bénéficient de l'opération de lutte contre le désordre urbain initiée par le gouverneur du district d'Abidjan. Ce bâtiment a souffert des bruits de musique nocturne. Même en pleine journée, c'était difficile pour nous de dormir. Tous ces bruits de baka qui nous réveillent très tôt le matin. À 4 h du matin déjà, il faut être réveillé parce que les gens cherchent leurs clients et tout. Ça devenait vraiment dangereux pour les riverains. Et donc depuis que le district a commencé à mener ces opérations-là, vraiment, depuis le bas-fond des 220, tous les fumeurs ont été détruits. Là, franchement, nous félicitons le district pour ça. Nous souhaiterons que l'action maintenant soit menée dans la cité même pour débarrasser quelques poches. Par rapport à ce que nous avons entendu au niveau du district,
et le cadre sera amélioré, le cadre sera refait et qu'on va vivre comme si on était dans les 220 de 1960. Aujourd'hui, les riverains ont espoir de retrouver le prestige des 220 logements. C'est le défi actuel des gestionnaires de cette cité à la recherche de son passé. Voilà, vous l'avez vu, à Djamé, 220 logements en rénovation et prenant la côtière totalement rénovée. Ouverte en 2021, l'Université Polytechnique de San Pedro célèbre ses premiers étudiants diplômés. Ils sont 198 qui ont reçu leur diplôme de licence. La remise de parchemin a eu lieu ce samedi. La ministre Adama Diawara et Bruno Namadié Kone étaient à la première cérémonie de collation de grade. Sam Kona. Jour exceptionnel et mémorable pour ces 198 étudiants de l'Université Polytechnique de San Pedro. En présence des parents et du personnel enseignant, ils reçoivent des mains des ministres Adama Diawara et Bruno Namadié Kone leur parchemin, faisant d'eux les premiers étudiants diplômés du premier cycle du système LMD en licence professionnelle et académique. Ce diplôme est bien plus qu'un document. Il est la preuve tangible de nos efforts et de notre résilience face aux exigences de notre parcours universitaire. Notre institution se veut une université modèle qui s'inscrit résolument dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est celle de proposer des offres de formation qui répondent efficacement à la problématique de l'adéquation formation-emploi. Les ministres Bruno Namadié Kone et Adama Diawara, respectivement patron et président de cette cérémonie de collation de grade, félicitent les premiers étudiants diplômés qui devront être les ambassadeurs de l'Université de San Pedro. Cette première promotion est une victoire, non seulement pour l'enseignement supérieur, mais également pour l'avenir de notre cher pays, pour le développement de notre pays. Ceux qui viennent d'avoir leur parchemin, c'est très bien, bravo à vous. Mais dites-vous que ce n'est que la fin d'un cycle. Maintenant, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau challenge qui vous attend, c'est le marché de l'emploi. Il faut monter très haut le drapeau de l'Université de San Pedro. Les meilleurs étudiants ont été récompensés au cours de cette cérémonie et les personnalités qui ont contribué à l'ouverture de l'Université de San Pedro ont reçu chacune une distinction. En restant dans la formation, le collège moderne d'Aopoulin d'Atekoubé accueille les nouveaux élèves de la 6e. Une cérémonie organisée pour les recevoir. Ces apprenants sont exhortés à croire en leurs capacités. Ils sont donc appelés à se consacrer pleinement aux études. Ange Parfaite Awa, Grascando. Le collège moderne d'Aopoulin Claude d'Atekoubé, cité Fermont, accueille pour cette rentrée scolaire 2024-2025 396 nouveaux élèves affectés en 6e. Ces nouveaux venus ont été entretenus autour du thème « Croire en ses capacités pour bâtir un avenir brillant ». L'accompagnement éclairé du maire d'Aopoulin Claude a su répondre efficacement à nos besoins en infrastructure, en équipement, en personnel, renforçant ainsi les conditions d'apprentissage de nos élèves de sorte à faire de nous des citoyens responsables pour une école de qualité. Parrain de la cérémonie, le député maire de la commune d'Atekoubé, Paulin Claude Danho, a traduit sa gratitude aux parents d'élèves et au corps enseignant. Parents, nous devons nous préoccuper de ce qu'ils font le matin, de ce qu'ils font à midi et de ce qu'ils font le soir. Nous ne devons pas abandonner les enfants entre les mains des autres. Les élèves, suivez les traces de vos enseignants. Suivez le parcours indiqué par vos parents et faites en sorte qu'en croyant en vos capacités, vous puissiez construire un avenir radieux pour vous-même, mais un avenir radieux pour Atekoubé et pourquoi pas demain, un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire. Le conseil municipal d'Atekoubé compte s'investir dans l'éducation des élèves de la commune afin d'enregistrer de meilleurs résultats en fin d'année scolaire.
Dans l'actualité politique, le Palais des Sports de Treichville a accueilli la jeunesse proche du RHDP. Les jeunes sont venus des 4 coins du pays pour rendre un hommage au président de la République. Les organisateurs saluent son leadership pour le développement de la Côte d'Ivoire. Gilbert Koné-Kafana, président du directoire, y était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Walter Amadou Ouattara. C'est cette atmosphère électrique qui nous a été donnée de vivre cet après-midi au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire émergente et de jour en jour plus paisible, est salué et célébré avec ferveur. Si notre pays a retrouvé la paix après une décennie de crise et de division, c'est grâce à qui? Si aujourd'hui nous vivons dans une nation unie, où les différences ethniques et religieuses ne sont plus une source de conflit, c'est grâce à qui? Alassane Ouattara a été de tous les combats de la Côte d'Ivoire. Il était toujours courageux, il était toujours là, quand ça n'allait pas et quand ça va aujourd'hui. Dans quelques mois, nous irons à l'élection présidentielle. 2025 est bouclé. Chaque jour, on doit célébrer la démocratie. Chaque jour, on doit célébrer l'état de droit. Chaque jour, on doit faire en sorte que ce qui arrive autour de nous ne puisse pas arriver en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le SMIC a été doublé. Aujourd'hui, le salaire des fonctionnaires qui était bloqué depuis plus de 25 ans a été débloqué. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, conscients de tout ce qui a été fait pour eux, demandent à travers tout le pays que le président de la République accepte d'être candidat en octobre 2025. Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP, exhorte les jeunes à rester mobilisés. Ils ont traversé le pays. Ils sont venus de toutes les régions pour assister à ce meeting. Ils ont vu la Côte d'Ivoire, comment elle se transforme. Et c'est pour eux qu'Alassane Ouattara fait tout cela. Qu'ils aient de quoi vivre et qu'ils soient fiers de leur pays. Je voudrais les inviter à s'investir désormais. Qu'ils considèrent qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont en campagne. Quelques actions au niveau de la réalisation des infrastructures ont été révisitées à partir d'une projection de film. On va terminer avec le tour de l'actualité internationale. Ce soir, le 7 sur 7 à suivre avec Amidi Rassouga. Sous le coup d'une enquête pour rébellion, le président coréen Yoon Song-yeol s'est vu imposer une interdiction de quitter le territoire par le ministère de la Justice. Son parti, le PPP, qui a fait échouer une motion de destitution déposée contre le président sud-coréen, est accusé d'organiser un deuxième coup d'État. Les avions de chasse français qui, par le passé, sont souvent intervenus en appui au pouvoir tchadien, ont quitté N'Djamena, la capitale tchadienne. C'est la première étape du retrait historique de l'armée française au Tchad après plus de 60 ans de coopération militaire. La FIFA a officialisé le déroulement de la Coupe du Monde 2030 à travers 3 continents et 6 pays. L'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. À un peu plus d'un mois de la fin de son mandat, le président américain Joe Biden veut donner des secondes chances. Il a accordé 39 grâce à des personnes qui ont fait preuve d'une réhabilitation réussie et commué la peine à près de 1500 personnes purgeant de longues peines de prison. Emmanuel Macron a nommé au poste de Premier ministre François Bayrou. Il succède à Michel Barnier. Il parvient à 73 ans à occuper le premier rôle du gouvernement, aux côtés du président qu'il avait aidé à accéder à l'Élysée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunit pour un sommet ordinaire à Abuja, avec à l'ordre du jour les questions sécuritaires et le départ des juntes militaires de l'organisation. Le pape François est arrivé à Ajaccio, capitale de la Corse, pour une visite marathon.
colloques et messes en plein air avant un entretien avec le président Emmanuel Macron. Et voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. Ce soir, le sage nous apprend que dans l'obscurité, c'est la lune qui éclaire le chemin. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.